condensateur cylindrique. Okay. Alors, dans le cas de condensateur cylindrique, vous avez le condensateur qui est là. Alors, on avait dit que le condensateur est chargé, pardon. Donc, le condensateur était formé de deux conducteurs en équilibre électrostatique et ce sont deux conducteurs qui sont là de la même forme. Okay. C'est-à-dire que dans le cas d'un condensateur cylindrique, vous avez un condensateur, plutôt un conducteur qui est plein, un volume. D'ailleurs, la question a été posée si c'était un volume ou une surface. On peut avoir les deux. C'est-à-dire, dans le cas, c'est un condensateur qui est plein, c'est un condensateur qui est creux. Alors, par contre, la chose qui les relie, c'est qu'on avait dit que pour les conducteurs, les particules, les charges sont toujours à la surface, que ce soit dans le cas d'un volume ou dans le cas d'une surface. On trouve toujours les charges à la surface. Donc, deux conducteurs en équilibre électrostatique vont former un condensateur. Alors, justement, comment déterminer la capacité d'un condensateur cylindrique? Donc, on avait dit que la première chose, c'était trouver l'orientation du champ électrique. Donc, dans le cas Hanaya, quel est le champ électrique? Donc, si on regarde la vue d'en haut, on a le condensateur qui est plein, et nous avons le deuxième plutôt conducteur qui est là. Donc, si on regarde les bornes du générateur Hanaya, celui-là, il est branché avec celle de la borne positive du générateur. Donc, on revient sur les générateurs le prochain chapitre, différentes propriétés du générateur. Et donc, vous avez les charges positives qui sont là, et l'autre conducteur, il est chargé négativement. Alors, la première chose qu'on avait dit, c'était de déterminer le champ électrique entre les deux conducteurs. Donc, quel est le champ électrique? Donc, ça, c'est première, ou disons, la deuxième étape pour calculer la capacité de n'importe quel condensateur, on va dire simple. Alors, on avait dit que pour qu'il y ait influence totale, je rappelle pas que c'était quoi l'influence totale. L'influence totale, c'était le fait qu'on avait les mêmes charges, pardon, on avait les mêmes charges ici. C'est-à-dire que si j'ai une charge plus que Hanaya, automatiquement, j'aurai moins Q ici. Okay. Alors, pour qu'il y ait une influence totale, on considère toujours cette distance-là, E. Oui. Alors, on considère toujours cette distance-là très faible devant la hauteur. Donc ça, c'est une des premières conditions. On considère toujours que cette distance E est très faible devant H. Donc, toujours il y a une petite distance entre les deux cylindres. Alors, comment on détermine le champ électrique? Alors, j'allais justement vous demander de faire l'application, mais je vais vous donner quand même des indications. Comment déterminer le champ électrique entre les deux? Donc, on va utiliser le théorème de Gauss. Pardon. Alors, comment on va utiliser le théorème de Gauss? Alors, vous avez trois zones ici. Donc, la première zone, donc vous avez les deux cylindres qui sont là. Donc, la première zone, donc je vais utiliser autre chose parce que je suis en train d'utiliser une tablette. Je pense que c'est beaucoup. Alors, vous avez la première zone qui est là. C'est la zone où petit r est supérieur à R2. Donc, vous avez R2 qui est là, ce rayon-là. Apparemment, ça devient de plus en plus difficile de faire le conçu. Alors, vous avez le premier cylindre qui a un rayon de R1 et le deuxième de rayon R2. Alors, pour déterminer le champ électrique, le point A maintenant, on va utiliser le théorème de Gauss. Donc, on va prendre un cylindre qui est à l'extérieur des deux cylindres. Alors, si on détermine le champ électrique dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir?
Alors, dans ce cas-là, on prend directement, on rappelle le théorème de Gauss, EDS, c'est tout simplement la somme de toutes les charges sur epsilon 0. Alors, avant d'arriver à EDS, on va voir la somme des charges qui sont à l'intérieur. Alors, on avait dit pour les deux conducteurs, il est porté à la charge plus Q, il est porté à la charge moins Q. Donc, ils sont en influence totale. Alors, si on fait la somme des charges, tout simplement, on va trouver que c'est plus Q moins Q sur epsilon 0. Ce qui donne directement Q. Et donc, le champ électrique E, à l'extérieur du condensateur, est égal tout simplement à 0. Pourquoi? Parce que la somme des charges est algébrique. Maintenant, on va déterminer le champ électrique à l'intérieur du condensateur. Dans ce cas-là, on prend la surface de Gauss entre R1 et R2. Alors, dans ce cas-là, si on prend la somme des charges à l'intérieur, en fait, là, vous avez la charge moins Q, à l'intérieur, vous avez la charge plus Q. Et tout simplement, ça va être la charge plus Q sur epsilon 0. Donc, si on utilise le théorème de Gauss, ça je vous donne pas que les indications, vous allez trouver que E, entre les deux cylindres, ça va être égal tout simplement entre Q sur 2pi HR. H, c'est la hauteur du cylindre. Alors, pour le troisième cas, c'est-à-dire à l'intérieur du cylindre R1, alors dans ce cas-là, on va prendre la surface de Gauss à l'intérieur. Et donc, quelles sont les charges, pardon? Alors, quelles sont les charges si on prend la somme des charges? Ça va être la somme des charges QI sur epsilon 0. Alors, si on remarque là, si on voit ici, les charges sont à la surface, pour les deux cylindres, et donc la somme des charges à l'intérieur, c'est égal à 0. Et donc, on voit très bien que dans le cas des deux cylindres, c'est qu'en dehors du condensateur, le champ électrique est égal à 0. Et à l'intérieur, complètement du cylindre intérieur, on va trouver un champ électrique égal à 0, puisqu'il n'y a pas de charge. Et entre les deux, on trouve un champ électrique qui est égal à Q sur 2P H. Alors, je vous conseille de refaire ça à tête reposée et retrouver l'expression du champ électrique. Alors, on avait dit qu'une fois nous avons déterminé l'expression du champ électrique, la deuxième étape, c'était de déterminer la différence de potentiel, ce qu'on appelait la DDP, différence de potentiel, entre R1 et R2. Alors, pour déterminer la différence de potentiel, il fallait tout simplement utiliser l'expression tout simplement dV, c'est moins E dL. Ce que nous avons fait hier pour le condensateur. Donc, c'est toujours le même principe. Déterminer le champ électrique entre les deux armatures. Une fois que vous avez déterminé le champ électrique, vous déterminez la DTP. Alors, tout simplement, dV, on va intégrer entre 2 et 1 ou le 1, 2. On trouve que c'est VR1, le potentiel sur R1. Alors, il a dit qu'il n'y a pas epsilon. Ah oui, eh bien, je vous remercie.
Alors, ça m'encourage, c'est que vous êtes en train de bien suivre. Hein. Alors, il y a un epsilon qui manque. Hein. Merci, Ilyes. Hein. Alors, effectivement, dans l'expression, il y a un epsilon qui manque. Pourquoi? Parce que si on prend l'équation de Gauss, automatiquement, l'epsilon, on le retrouve toujours en bas de l'équation. Okay. Merci pour la correction. Alors, maintenant, nous avons déterminé le potentiel. Donc, il y a la différence plutôt de potentiel qui est V1 moins V2 entre les deux cylindres. Tout simplement, maintenant, la capacité d'un condensateur. Donc, si on prend l'expression de la capacité, on avait dit que dans le cas d'un conducteur, la capacité, c'est tout simplement Q sur V. Dans le cas d'un condensateur, la capacité, c'est la charge sur le delta V. Et donc, si on remplace le U, qui est ici, qui est delta V, c'est tout simplement 2pi epsilon 0 sur log de R2 sur R1. Alors, voici donc comment, ça c'est juste pour rappeler comment déterminer la capacité dans le cas d'un condensateur cylindrique. Donc, hier, nous avons fait dans le cas d'un condensateur plan. Pardon. Je m'excuse pour l'écriture. Voilà. Donc, ce que nous avons fait hier. Donc, aujourd'hui, nous avons déterminé la capacité dans le cas d'un condensateur cylindrique. Je vais vous envoyer comment on détermine la capacité dans le cas d'un condensateur sphérique. Et c'est toujours le même principe. D'ailleurs, je crois qu'il y a un exercice que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé la solution. Et c'est toujours le même principe. Quel est le champ électrique, le point à l'extérieur? Quel est le champ électrique ici? Quel est le champ électrique ici? C'est le même principe. Si vous prenez pour une zone qui est supérieure à R2, vous allez considérer que influence totale, donc la somme des charges, c'est 0, donc le champ il est égal à 0. À l'intérieur, s'il n'y a pas de charge, donc le champ électrique est égal à 0. Et vous allez déterminer le champ électrique en utilisant le théorème de Gauss. Alors, si je prends un R2, pardon, un R1, si vous prenez la surface de Gauss à l'intérieur, la somme des charges que vous allez considérer, c'est juste la charge qui sont à l'intérieur. Mais il y a ce qui est à l'extérieur. Okay? Donc, est-ce qu'il y a des questions avant d'entamer la dernière partie du conducteur et des condensateurs en général? Donc, c'est toujours le même principe. On va faire deux autres applications par rapport au condensateur. Okay? Alors maintenant, si on considère le condensateur, vous avez ce qu'on appelle le groupement de condensateurs. Je pense que vous l'avez déjà fait au lycée. Et bon, peut-être on va y aller un peu plus sur le détail. Alors, c'est quoi on va commencer, en fait, vous connaissez tous que vous avez des composantes électroniques, donc un condensateur en parallèle, ou en série à تسلسل. Okay? Vous pouvez avoir mixte aussi, c'est-à-dire vous pouvez avoir en parallèle et en série en même temps. On va faire un exercice d'application sur ça. Alors, si on prend par exemple le condensateur en parallèle, pardon. Donc, on va commencer par en parallèle. Alors, vous remarquez que en parallèle, ça veut dire que les armatures du condensateur C1, C2 et C3 sont branchées au même point A. Okay? Et de l'autre côté aussi, c'est que les deux autres armatures sont branchées au même point B. Alors, si on remarque les bornes du générateur, ça veut dire qu'il va y avoir un déplacement des électrons et on va se retrouver avec des électrons de ce côté, plus d'électrons. Donc, des charges négatives. Alors, de l'autre côté aussi, comme influence totale, s'il y a 20 électrons qui se sont déplacés, il y aura automatiquement 20 plus ici, on va dire 20 charges qui manquent ici. Donc, on aura une charge positive et charge négative de ce côté. Alors, si on prend le condensateur équivalent, c'est que quelle est la relation entre les différentes charges et le Q total ici, et quelle est la relation entre le C équivalent et C1, C2 et C3. Alors, quelle est la propriété principale de ce qu'on appelle le branchement parallèle à Tawazun? C'est que vous avez la même différence de potentiel, c'est-à-dire que VA moins VB est la même
pour le condensateur C1, elle est la même pour le condensateur C2 et elle est la même pour le condensateur C3. En fait, vous avez la charge dans le branchement en parallèle. Ça veut dire que vous avez la même charge, la charge qui est là, c'est la somme de toutes les charges, Q1, Q2, Q3. À l'âge, parce que tout simplement, si vous avez, on va dire 20 coulombs qui se sont déplacés ici, 30 coulombs qui se sont déplacés ici, voilà. Bon, à la fin, on va voir C1 plus C2 plus C3. Effectivement, mais bon, je suis obligé de faire le cours pour expliquer le détail, surtout pour vous allez voir pour en série. Alors, on va voir, pardon, on va voir tout simplement Q1, c'est la somme de toutes les charges. Donc, Q équivalent, c'est la somme de Q1, Q2 et Q3. Alors, quelle est l'expression de Q? C'est que Q, tout simplement, ce que nous avons vu hier, c'était tout simplement la DDP qu'on va appeler ici U, C équivalente, fois U. Q1, c'est quoi? C'est tout simplement c'est C1 fois U. Q2, c'est C2 fois U. Et Q3, c'est C3 fois U. Alors, au final, si on va simplifier les U, on va avoir C équivalente, c'est C1 plus C2, C3. Alors, si on généralise, c'est que pour tout branchement d'un condensateur en parallèle, ce que nous allons voir en maths, la loi d'Ohm pour les résistances, c'est l'inverse. Hein. Donc, C équivalent, c'est la somme des différents, plutôt la capacité équivalente, c'est la somme de toutes les capacités des condensateurs branchés en parallèle. Maintenant, si on arrive condensateur branché en série, ça, on doit quand même une explication physique de la distribution des différentes charges. Hein. Alors, on va dire que on va brancher, donc on va brancher notre générateur qui est là, entre les différentes entre les deux armatures. Alors, si on branche, on va commencer par A1 et A3. Donc, vous remarquez ici qu'il y a un transfert d'électrons et donc automatiquement les électrons vont se déplacer dans ce sens-là. Donc, on se retrouve avec des charges négatives plus, pardon, des charges négatives et des charges positives à ce niveau. Okay. Toujours garder en principe, le fil qui est branché à la borne du générateur en plus, vous allez avoir les mêmes charges ici. Pourquoi? Parce que l'armature elle n'est pas isolée. Elle est branchée par le générateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer, par contre, entre les deux armatures okay. On a pris l'exemple de deux condensateurs, mais vous allez avoir que c'est le même principe que si vous prenez plusieurs condensateurs ici. Alors, dans ce cas-là, les deux armatures, donc vous avez un vide qui est là. Okay. Donc, vous avez un vide entre les deux. Et en fait, ce qu'il y a ici, c'est que la charge négative qui est là, elle va pousser automatiquement les électrons. Donc, vous allez avoir ça. Donc, vous avez l'armature A2 et vous avez l'armature A3. Alors, HD, c'est le condensateur, c'est le deuxième condensateur. Et l'autre, c'est l'armature Kala. Donc, il y a un vide ici. Okay. Donc, il y a un vide entre les deux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce conducteur qui est là, il est isolé. Alors, s'il est isolé, ça veut dire qu'il reste toujours que la somme de ces charges, elle est toujours égale à 0. C'est qui est branché. Alors, dans ce cas-là, on doit avoir les charges positives et négatives, c'est toujours les mêmes. Et donc, du moment que vous avez des charges qui sont négatives là, ils vont créer un champ électrique, ils vont pousser les charges négatives vers ce sens-là. Donc, vous allez avoir des charges négatives là, et vous allez avoir, parce que s'il y a des déplacements d'électrons, ils vont libérer des charges, on aura des charges positives ici. Alors, il faut savoir que les charges positives, ça signifie qu'il y a un manque d'électrons. Quand il y a un déplacement d'électrons, ils vont libérer, vont laisser la charge positive à ce niveau. Et donc, c'est pour ça que dans comment on appelle ça, le branchement en série, nous allons avoir un truc négatif, positif, où je prends le condensateur. Donc, c'est une influence totale. Ça veut dire que les charges négatives là, sont égales aux charges positives. Les charges positives qui sont là sont égales en valeur au module, là, sont égales à charges négatives. Et on va avoir une charge positive ici. Donc,
deux condensateurs en influence totale, c'est-à-dire Q1, Q2, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que contrairement au Qbilat en parallèle, c'est que ici, vous avez la même charge qui s'est déplacée. S'il y a 20 électrons qui se sont déplacés, il y a pratiquement il y a 20 électrons qui se sont déplacés à ce niveau. Donc, contrairement au condensateur en parallèle, en série, vous avez tout simplement Q1 qui est égal à Q2. Contrairement au branchement en parallèle, c'est que VAB, ce que nous allons voir tout de suite, donc je suis en train d'écrire ce que je viens d'expliquer, c'est qu'on a la même charge. Et dans ce cas-là, si je reprends dans le cas d'un branchement en série, c'est que le potentiel VAB, la différence de potentiel, c'est la différence de potentiel entre ces deux points-là, et c'est la différence plus la différence de potentiel entre ces deux points-là, et c'est la somme plus la différence du potentiel entre un. C'est-à-dire que VA moins VM, un DDP, attention, la DDP, c'est la différence de potentiel. Hein. Donc VA moins VM, V1 moins V1, et Vn moins Vb. Bien sûr, si vous faites moins V1 plus V1, Vn moins Vn, ils vont s'éliminer et vous allez retrouver tout simplement cette expression. Alors, tout simplement, on va dire que VAB, c'est V1 plus V2, V3. Alors, si on remplace l'expression de V1, ce n'est que Q sur C1, puisque nous n'oublions jamais que Q c'est C fois V. Alors, V2, c'est Q sur C2. V3, c'est Q sur C3. Alors, pourquoi on a la même Q? Parce qu'on a en série, c'est la même charge. Alors, en fait, nous allons avoir 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur 3 fois Q qui est égal, tout simplement, le U est égal à Q sur C équivalent. En final, on va avoir le Q qui va se simplifier, la charge qui va simplifier. Et on va voir au final que 1 sur C équivalente, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2, 1 plus sur C1. Donc, contrairement, comment dirais-je, au branchement parallèle, qui connaît un branchement parallèle, c'est la somme. Qui connaît un branchement en série, c'est équivalent, c'est 1 sur C1 plus la somme de toutes les capacités. Alors, je vais partager quand même un exercice de la série qu'on va résoudre ensemble. Alors, je pense que vous avez tous reçu. Alors, je reviens sur le transfert des charges. Hein. Sur cette partie, ok? Alors, je vais quand même revenir sur les conducteurs. Supposons que vous avez un conducteur isolé. On a le conducteur, c'est un matériau qui fait déplacer les charges. Bien d'accord. Alors, il est isolé dans le sens, ça veut dire qu'il n'est branché à aucun générateur ou à aucun autre système. Alors, si on le soumet à un champ électrique, donc, si on va le soumettre à un champ électrique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le champ électrique va générer une force électrique. Et donc, vous allez avoir, avant de le soumettre à un champ électrique, la somme des charges ici sont égales à 0. Maintenant, si vous allez le soumettre à un champ électrique, vous allez avoir un déplacement d'électrons. Et dans ce cas-là, vous allez avoir des charges négatives de ce côté-là. Par exemple, je vais lui ramener un conducteur ici qui est branché négativement. Donc, un conducteur neutre, isolé, ou un conducteur A, et celui-là, c'est le conducteur B qui est chargé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il y a un champ électrique. Donc, puisqu'il est chargé, automatiquement, il va générer un champ électrique. Un champ électrique qui est sortant.
plutôt entrant, pardon, parce qu'il est négatif. Alors, dans ce cas-là, le champ électrique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une force électrique. Donc, la force, elle est égale à Q fois E. Alors, cette force électrique, elle va faire déplacer les charges. Parce que dans un conducteur, quelles sont les charges qui se déplacent? On sait très bien, bon, on parle souvent de charges positives et négatives, mais on sait très bien que dans la réalité, ce sont les électrons qui se déplacent. Donc, du moment que c'est une charge qui est négative, donc la force, elle sera dans le sens inverse. Parce que, donc, les électrons vont se déplacer dans le sens inverse. Donc, ils vont se déplacer. Et du moment qu'ils vont se déplacer, ils vont libérer une charge positive qui sera là. Bien sûr, le déplacement, il sera à l'intérieur. Mais quand est-ce qu'on parle d'un conducteur en équilibre électrostatique, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de déplacement de charge, parce que Hada, il va générer un autre champ qui va influencer et vice-versa. Vous allez avoir des déplacements ou l'influence d'une Hada ou Hada. À la fin, on va, on va avoir les charges positives sur la surface, ici, et les charges négatives. Okay. Donc, par contre, on garde toujours, c'était un conducteur neutre, il est isolé, c'est-à-dire qu'on garde toujours la propriété que la somme des charges Q est égale à 0. Parce qu'à l'âge, il n'est pas branché à un système qui a le décharge ou le décharge. Au final, il n'y avait que des déplacements de charges. Mais ça reste toujours que la somme des charges entre Hadia c'était toujours égal à 0. C'est-à-dire que s'il y a 20 moins, automatiquement, vous allez avoir 20 plus ici. Conducteur isolé. C'est la même chose ici. Imaginez que le conducteur TACOM, c'est celui-là, qui est là. Donc, c'est l'armature qui est là, qui est branchée par le fil qui est là. Donc, vous avez A2 et vous avez A3. Donc, l'armature A4, elle est branchée par le générateur de la borne plus. Et vous avez l'armature A1 qui est notée là, elle est branchée avec le générateur plus. Alors, on avait dit que automatiquement, le générateur va créer un déplacement d'électrons. Donc, vous allez avoir des électrons qui sont là. Alors, si les électrons sont là, on va avoir le même principe qui est là. C'est-à-dire que vous allez avoir, Hada va créer un champ électrique qui va faire déplacer la charge là, point, et vous allez avoir des charges plus qui sont là. Okay. Et bien sûr, je connais le condensateur. On avait dit que le condensateur, il est formé de deux conducteurs qui sont en influence totale. C'est-à-dire que Hada, s'il est en charge plus, automatiquement l'autre va avoir une charge négative. Si dans le cas de condensateur, pardon, donc vous avez un condensateur qui est branché, pardon, voilà. Alors, donc, le premier condensateur, donc vous avez qui a l'armature A1 et A2. Vous avez le deuxième condensateur qui a l'armature A2, A3, A4. Alors, si Hada il est positif, on sait très bien que la deuxième armature, elle sera négative. Donc, si celui-là est négatif, automatiquement, il sera positif. Et on garde toujours le principe, c'est-à-dire que les électrons vont se déplacer quand même dans le même sens. Les électrons vont se déplacer. Et vous allez avoir la charge qui est là, c'est la même charge qui est là. Et la charge qui est là, c'est la même charge qui est ici et ici. Donc, vous avez une seule charge qui s'est déplacée, faites le sens. Alors, si on prend trois conducteurs, par exemple, faites le cas, on va avoir la borne plus, donc on va avoir des charges positives ici et des charges négatives. Alors, par influence, on va avoir des charges positives ici, charges négatives. Kiff, kiff. Donc, charge négative, on va avoir charge positive et charge
négatif. Et donc, vous remarquez tous que, vous remarquez que on a le même déplacement qui est là. Ok. Ça, c'est un conducteur qui est isolé. Ça, c'est le conducteur qui est isolé. Par contre, attention, le condensateur, هذا هو. Donc, vous avez le premier condensateur, c'est plus, plus, moins, moins. Le deuxième condensateur, c'est plus, plus, moins, moins. Et le troisième condensateur, c'est plus, plus et moins, moins. Bien sûr qu'ils sont branchés comme ça, en série, avec un générateur. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ça? Alors, quand en parallèle, si on avait des trucs en parallèle, donc les fils, هنايا, donc le conducteur, le générateur qui est branché ici. Donc, le fil qui est branché هنا, vous avez le même fil. Donc, هنايا, ils ne sont pas isolés. Donc, ils sont branchés مع la borne plus. Donc, automatiquement, on va avoir plus. Bon. Plus ici, plus, ce que nous avons fait parallèle, et moins, moins, et moins. Ok. Bon, je ne sais pas, Ilias, si vous avez compris par rapport au déplacement de charge. C'est vrai qu'il fallait développer une partie sur les influences, mais je pense que l'année là, peut-être qu'on reviendra au présentiel, mais bon, je pense qu'on va se contenter juste d'expliquer le phénomène physique, pourquoi on a plus et moins ici. Alors, Ilias, je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Là, il n'y a pas de souci. Très bien. Ah ben, merci à vous. Euh, donc, on va faire un exercice d'application. Pardon. Alors, on va faire un exercice d'application. Un exercice qui est dans la série, hein. Je crois que c'est l'exercice 3. Oui, 3. Ça doit être l'exercice 3. Alors, qui est simple, hein. Ok. Donc, très bien. Alors, c'est l'exercice justement 3. Donc, vous avez plusieurs. Pardon. Donc, vous avez plusieurs condensateurs. Donc, c'est le microfarad, ce que nous avons dit la dernière fois. Alors, quel est le C équivalent entre ces différents euh, capacités? Excusez, hein, je suis en train de... Voilà, je préfère écrire ça. Alors, dans ce cas-là, vous avez deux condensateurs, ce qu'on appelle deux condensateurs en série, un condensateur en parallèle, et vous avez la deuxième configuration. Alors, si on prend, alors, si on prend première configuration, alors le C équivalent entre C1 et C2, je préfère les appeler C1. Donc, allez, on va l'appeler. Bon, je m'excuse parce que là, je suis sur PDF. Alors, je vais quand même écrire, mais apparemment, ça ne marche pas. Alors, dans ce cas-là, celui-là, on va l'appeler. Bon, je pense que je vais vous lire quand même. Parce que je vous l'écris quand même, mais j'arrive pas à écrire sur le. C'est pas aussi évident que PowerPoint. Alors, sur ça, on va l'appeler C1, C2 et C3.
Et en fait, au final, le C équivalent, en fait, on va faire ça. Alors, le C, je vais vous lire quand même la s'il y a des questions, vous me les posez directement. Alors, le C équivalent, on va prendre C1 et C2. Donc, C équivalent, ce n'est que 1 sur C1, puisque du moment qu'ils sont en série, donc 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et faire attention, généralement, les étudiants Univalto, c'est qu'ils oublient toujours d'inverser. En fait, 1 sur C12, la donnée C12 qui est égale à 48 sur 14 microfarads. Donc ça, on prend la première partie. La deuxième partie, donc ça, c'est la première partie. Donc on prend le C équivalent. Le circuit TI, qu'est-ce qu'il va? On va avoir le C équivalent qui sera branché à C3. Donc ils seront en parallèle. Et donc tout simplement, le C équivalent final, c'est pas ça. Donc le C équivalent final, ça va être C12 que vous avez trouvé ici, plus C3 que vous allez trouver 118 sur 14. Alors, le C équivalent à ce niveau-là sera en parallèle, en série avec le C4. Donc, le C équivalent, ça va être 1 sur C équivalent sur 1 C1 123 plus 1 sur C4 et vous allez trouver votre C équivalent. Alors, du moment que vous avez la solution, je vous demande de le refaire à tête reposée. C'est pas un truc qui est très difficile. C'est juste vous prenez tout ce qui est en série, vous allez les prendre, vous allez utiliser la relation en parallèle et en série, et vous allez trouver le C équivalent pour un C équivalent pour toutes les configurations. Donc, la même chose ici. Donc, il y a 3 condensateurs en série. Donc, automatiquement, je prends cette relation. 3 condensateurs en parallèle. Donc, on prend cette relation. Et au final, on va avoir 2 condensateurs en parallèle. Et on utilise tout simplement l'expression pour trouver le C équivalent. Ah. Là, je crois qu'il y a une erreur. Il y a une erreur. Vous corrigez, s'il vous plaît. D'ailleurs, il y a le C123. Oh, ça, c'est ici équivalent. C'est ce condensateur plus ce condensateur, puisqu'ils sont en parallèle. Donc, ce condensateur, ils sont en parallèle, et donc ça va être la somme. C'est pas ça, vous corrigez si vous voulez. Vous corrigez s'il vous plaît. Ok. Alors, maintenant, la deuxième question, c'est comme la solution. Je crois que c'est la solution que je n'ai pas envoyée. J'ai envoyé une autre solution où il y a deux condensateurs qui sont en parallèle. Alors, quelle est maintenant la charge? Donc, on branche les deux le système a une différence de potentiel de 1000 volts, puis on débranche. Donc, quelle est la charge qui s'est déplacée? Alors, tout simplement, la charge totale qui circule durant la décharge, c'est que la relation entre la charge, le potentiel et C, tout simplement, V est égal Q sur C. Donc, en fait, tout simplement, Q1 pour le premier circuit, c'est V fois C équivalent. Donc, nous avons calculé, c'est 1000, puisque la différence de potentiel elle est de 1000. Pour le deuxième circuit, c'est V fois C équivalent. Et on trouve la charge pour le premier circuit et le deuxième circuit. Alors, pour l'énergie ou l'énergie libérée durant la décharge, on avait dit que l'énergie, c'est 1 demi de Q sur Q fois V. Donc, on remplace tout simplement V par 1000, V par 1000, l'expression de Q1, plutôt la valeur de E1 que nous avons calculée ici, et la valeur de Q2 que nous avons déterminée ici. Donc, on trouve l'énergie libérée pour les deux circuits. Bon, ça, c'est ce qui concerne tout ce qui est, pardon,
ce qui est groupement de condensateurs, que ce soit en série ou là en parallèle. Alors, il y a un deuxième exercice qui est très intéressant, que je vous ai envoyé, c'est l'exercice 3-6. Je crois qu'il n'est pas dans la série, mais il est intéressant. Là, je vous conseille de le faire. Alors, je vous conseille de le faire. Bon, il y a toute la solution. S'il y a des questions, on reviendra la prochaine séance. Je vous donne quand même quelques indications. Alors, tout simplement, quand il y a le potentiel, vous pouvez le déterminer. Quand il y a la charge, vous allez déterminer le potentiel et l'énergie interne. Alors, je voulais juste revenir sur ça, sur cette partie-là, parce que nous l'avons fait tout à l'heure pour les condensateurs. Alors, vous remarquez ici que le premier conducteur qui est là, il est branché à un générateur 1220 volts. Donc, il est branché avec la borne plus. Donc, automatiquement, comment ça va se passer pour les influences? Donc, vous allez avoir la charge positive sur la surface supérieure. Pourquoi? C'est la surface qui est branchée. Alors, les électrons vont se déplacer à l'intérieur, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, par l'effet du champ électrique et la différence de potentiel. Par influence totale, vous allez avoir des charges négatives, plutôt les charges positives, qui seront sur le S1. Okay? Alors, c'est le même principe. Pour déterminer le champ électrique, vous allez utiliser le théorème de Gauss. Donc, le théorème de Gauss, c'est qu'on va prendre pour cette zone-là, pour la zone ici, pardon, je n'arrive pas à l'écrire. Je vous conseille de le faire l'exercice. Okay. Il y a la solution. Prenez le temps de faire l'exercice. Alors, vous avez cette zone-là. Vous avez la deuxième zone, la troisième zone et la quatrième zone. Et c'est toujours le même principe. Quand vous êtes à l'extérieur, la somme des charges, ce n'est que la somme de charges Q1, Q2, Q3. Quand vous êtes ici, dans cette zone-là, c'est la somme de la charge Q2, Q3. Quand vous êtes là, c'est Q3 tout simplement, et que vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas de charge. Et vous allez trouver que le champ électrique, vous allez trouver les expressions du champ électrique pour les différentes zones. Une fois que vous avez déterminé le champ électrique, le principe, c'est de trouver le potentiel entre les différentes régions, quand R est inférieur à R1, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez trouver la capacité de votre condensateur. Okay. Alors, je vous conseille, s'il vous plaît, de le faire, parce que c'est vraiment, il regroupe tout ce que nous avons vu par rapport au théorème de Gauss, par rapport les conducteurs et l'influence totale, et surtout par rapport au calcul de la capacité des condensateurs. Okay. Alors, on prendra peut-être 2-3 minutes pour les questions. Donc, il nous reste le prochain chapitre, on va parler de la conduction, qu'on fera la semaine prochaine, Inch'Allah. Et le 5e chapitre sur les réseaux, je ne sais pas ce qu'on va le faire sur Webex ou on va attendre la reprise, la reprise en présentiel. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, non, le cours ou la séance, elle est ouverte pour les questions. Quelle série d'exercices des conducteurs, c'est ça? Vous pouvez parler, Ilias. Hein? Je vous ai envoyé la série avec la solution pour les conducteurs et les condensateurs. Si, peut-être je l'ai envoyé juste avant l'Aïd. De toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, نعاود نبعث لكم le cours, le polycopie, نعاود نبعث لكم la présentation PowerPoint. La vidéo, je crois que vous l'avez, donc vous pouvez toujours suivre sur YouTube. Et vous avez la série d'exercices avec solution. Okay? Des questions? Bon, pour les questions, on va dire que le champ il est toujours ouvert. Essayez de refaire quand même la route. Prenez le temps de lire. Et sincèrement, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est le principe des conducteurs, nous l'avons fait. C'est qu'un conducteur en équilibre électrostatique a les propriétés du champ électrique, le potentiel, la distribution de charge.
faut garder en tête que la distribution, toujours, elle est la surface. Le condensateur, il est formé par deux conducteurs en influence totale, c'est-à-dire la charge positive et négative, elle est la même. Nous avons fait l'exemple le plan, comment on appelle ça, le cylindre. Je crois que l'exercice il regroupe plus ou moins le cadre de la sphère et tout ce qui est groupement en série en parallèle. En série en parallèle, je pense que vous l'avez déjà fait en lycée. Qui connaît en série, c'est 1 sur c'est équivalent. Qui connaît en parallèle, c'est la somme des capacités. Ben voilà, je vous souhaite, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite bon courage et surtout bon week-end. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci à vous, tout ça. Au revoir.